Et, et on invite tout de suite donc Alexandre Fabre de Marseille qui va nous parler de l'intolérance au sucre par anomalie enzymatique et des transporteurs. Tu as 20 minutes. Oh. Merci. Donc, merci beaucoup. Donc, je vais essayer de faire alors un panorama qui va parfois être un peu rapide sur un grand nombre d'éléments. Alors, donc, comme dans cette session, vous allez voir, on va parler de certains nombres d'éléments qui vont se superposer avec la présentation d'Anaïs, puisque finalement, on est un peu au niveau des expressions phénotypiques à des choses à peu près identiques. Alors, ma présentation va avoir des généralités, alors très générales. Une petite survol des différents types de tubes digestifs selon les espèces pour essayer de nous remettre en une perspective un peu évolutionniste, puisque nous sommes dans des transporteurs, des mécanismes qui sont gardés au fur et à mesure de l'évolution, et puis essayer de voir un peu les différents déficits et comment peut être leur expression. Alors, en fait, le problème, déjà, l'intolérance au sucre, c'est un terme générique qui présente un défaut, c'est que, empiriquement, on sait tous ce qu'est le sucre. De manière un peu scientifique, ça n'existe pas, enfin pas stricto sensu, puisque le sucre est le nom qu'on donne aux substances de saveur douce, et donc on devrait plutôt parler de glucides, qui ont une définition chimique, puisque les glucides sont des composés organiques contenant un groupe carbonyle, qui est soit un aldéhyde, soit une cétone, et au moins 2 groupes hydroxyles. Cette définition nous amène également au fait que les sucres sont divisés en plusieurs niveaux. Les oses, qui sont les glucides simples, dans lesquels il y a les aldoses, comme le glucose et le galactose, les cétoses, comme le fructose. La combinaison des oses donne les glucides complexes, avec dans un cas les hétérosides, qui comprennent une partie sucre et une autre non glucidique, et les holosides, dans lesquels les oligosides, qui comprennent moins de 10 oses, donc les disaccharides, et les polyosides, qui contiennent plus de 10 oses. Globalement, si on schématise, nous, on connaît très rapidement le glucose, le fructose, le galactose, le maltose et les dérivés type amidon et glycogène, qui sont plus ou moins ramifiés, le lactose et le sucrose. Au niveau de l'appareil digestif, en fait, on a une tendance assez lourde à avoir l'impression que le schéma de l'appareil digestif humain est le schéma ubiquitaire. En fait, l'appareil digestif est probablement une partie les plus adaptées au régime, puisque là, vous avez des schémas de différents types d'appareils digestifs selon le régime de l'animal. Vous voyez que les insectivores ont un tube digestif avec un intestin grêle relativement court et une absence de côlon. Les animaux ruminants ont un côlon très large et une zone de fermentation. Les carnivores ont également un tube digestif court. Alors, vous voyez que l'être humain est plutôt casé dans les tubes digestifs courts avec un côlon pas très long. Et en fait, même si on regarde, il y a différents types de digérer. Pour digérer, nous sommes ce qu'on appelle enzymes dépendants. C'est-à-dire que pour digérer, nous utilisons de manière prédominante notre équipement enzymatique, ce qui peut expliquer d'ailleurs qu'il peut être pris en défaut. Contrairement à d'autres animaux, par exemple, comme la vache, le kangourou, le cheval ou le koala, qui sont ce qu'on appelle des fermentateurs. Et là, il y a différentes subtilités sur l'endroit où vous fermentez. Et par exemple, pour l'anecdote, les fermentateurs que nous connaissons le plus sont les vaches dans lesquelles la fermentation a lieu au niveau de l'estomac, mais d'autres animaux fermentent au niveau du sécom, comme les lapins, ce qui fait qu'ils sont sécotrophes, c'est-à-dire que les lapins mangent leurs excréments, parce qu'ils ont 2 types d'excréments, des excréments qui disent doux, pas doux, mous, qui sont en fait les excréments fermentés, qui doivent remanger, ce que vous voyez l'espèce de saucisse un peu granuleuse, des excréments durs, qui eux, au contraire, sont des excréments pour éliminer. Tout ça pour dire qu'il y a une grosse variabilité et que cette variabilité s'exprime également dans la longueur de notre tube digestif. Nous sommes ce qu'on appelle des cuisinovores, dans le sens que notre alimentation a été extrêmement modifiée parce que nous sommes très dépendants de la technologie pour manger. Nous avons un intestin grêle qui est relativement long et un côlon qui est relativement court. Ce qui explique que quoi qu'on en passe, on ne peut pas revenir à une digestion ou à une alimentation qu'on dirait naturelle ou basée sur des aliments crus. Nous sommes faits pour manger des choses transformées, en tout cas chauffées ou coupées. Notre tube digestif n'est plus adapté à manger des choses totalement non modifiées. Par exemple, nous sommes tout à fait incapables de manger de la viande crue. Si quelqu'un fait un régime que de viande crue non transformée, il aura des troubles digestifs. Il faut vraiment qu'elle soit chauffée pour aider de casser, pour modifier cette substance. Alors cette digestion, je ne vais pas vous faire ce schéma global. Ce qui est intéressant, c'est la partie de droite qui est simplifiée, mais qui dit que finalement, notre équipement enzymatique n'est pas si compliqué que ça. Parce que si vous regardez bien, nous avons 2 amylases, une amylase salivaire, une amylase pancréatique. Alors là, je parle des sucres, bien entendu.
et ces derniers peuvent être altérés, induisant un déficit de ces amylases. Il peut y avoir les disaccharidases, donc au nombre de 4, comme les 3 mousquetaires, qui sont la maltase glucosamylase, la sucrasole maltase, la tréalase et la lactase. Et une fois que vous avez transformé tous ces sucres en monosaccharides, en ose simple, il faut qu'ils passent par la barrière digestive. Et ça, nous avons 2 récepteurs. Nous avons le récepteur glucose-galactose, qui est un récepteur combiné avec le sodium, et GLUT5, qui est un transporteur passif du fructose. Et secondairement, il y a une sortie de l'entérocyte par GLUT2. Donc rapidement, en fait, si on regarde chacun point par point, ces enzymes ont une localisation spécifique, ont un substrat, donc il y a une spécificité de substrat dans nos équipements enzymatiques. Mais assez paradoxalement, tous n'ont pas une maladie mendélienne décrite, puisque vous voyez que si on prend les enzymes sur la série des 6 enzymes décrites, il y en a 3 qui ont un déficit décrit à ce jour. Concernant les transporteurs, sur les 2, il y en a un qui a une maladie décrite, qui est le glucose-galactose, et l'autre qui n'a pour l'instant pas de maladie. Alors, la famille des GLUT est une famille de transporteurs à diffusion facilitée, c'est-à-dire que le transport est passif, et ils sont donc saturables. Alors, je ne détaillerai pas entièrement le déficit, l'intolérance au fructose, mais qui est estimée comme étant un moment où les capacités d'absorption de passage passif de l'intestin vers l'entérocyte sont dépassées si la quantité de fructose dans le tube digestif est trop importante, et notamment dans certains cas si le ratio glucose-fructose n'est pas adapté. Alors, au final, si on voit la physiopathologie, on va présenter celle de l'intolérance au lactose, mais en fait, c'est toujours la même chose. Le principe, tel que c'est décrit à ce jour, quand vous avez une intolérance au sucre par que ce soit déficit d'enzymatique, déficit de transporteur, l'idée de base, c'est qu'il existe un sucre au niveau de la partie terminale de l'intestin grêle et du côlon qui ne devrait pas y être. Dans le sens que s'il est là, c'est qu'il aurait dû être absorbé avant. S'il n'a pas été absorbé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voyager avec de l'eau, d'où le principe de la diarrhée osmotique. Et là, il va rencontrer les bactéries du tube digestif, où il va y avoir la fermentation, qui va donc donner du dihydrogène, du CO2, de l'acide lactique, de l'acide acétique, entraînant borborisme, douleur abdominale, diarrhée, évacuation. Et théoriquement, dans une intolérance simple, contrairement à d'autres processus qui ont été décrits par Anaïs, ça s'arrête là. Une fois que vous avez éliminé l'excès du sucre, du glucide, vous revenez à l'état basal jusqu'à ce que vous repreniez une série de sucres. Il y a donc un effet quantitatif. Alors, comme je vous l'ai dit, ce schéma est exactement celui qui est décrit dans l'intolérance au lactose, le déficit en saccharase maltase, l'intolérance au fructose, et comme ça a été signalé, c'est même comme ça qu'on décrit l'action des FODMAPs dans l'intestin irritable. Donc, en fait, on arrive à une espèce de vision physiopathologique assez simple, c'est que si, dans les déficits d'absorption ou de transport, si jamais vous n'absorbez pas le sucre, ce dernier est présent, et qu'est-ce qui se passe? Il voyage avec de l'eau, et des bactéries fermentent, et vous avez donc les symptômes. Alors, c'est très simplifié, mais c'est comme ça qu'on explique les symptômes dans les intolérances au sucre. Alors, je vais tenter, adapté de Hein et Cole pour la digestion lactase, je pense qu'on peut s'entendre sur un certain nombre d'éléments. Il y a une différence entre la maldigestion, qui est donc la digestion inefficace du substrat glucidique, due à une diminution de l'activité enzymatique, la malabsorption, qui est le fait que quelqu'un qui a une maldigestion consommant du glucide va faire que ce dernier va persister d'en assimiler au niveau du côlon, et l'intolérance, qui est le fait que ce glucide mal absorbé va induire des symptômes. Et comme cela a été signalé, et c'est très clair dans le prototype de déficit en disaccharidase, qui est l'intolérance au lactose physiologique, tous dans cette salle, la moitié de cette salle sont intolérants au lactose, statistiquement. Cependant, vous pouvez boire du lait jusqu'à 200 ml en moyenne sans ressentir des symptômes. Ce qui veut dire qu'il y a également d'autres paramètres internes qui font que cette intolérance va induire des signes cliniques. Et c'est pour ça qu'on est dans... Ah, je passe sur une diapo après. Je vais expliquer après. Donc les types de déficits peuvent être congénitales, ça c'est des déficits génétiques. Ils peuvent être développementaux. Il faut savoir que les activités lactase, sucrase croissent avec le temps. Il y a un déficit en lactase physiologique chez nous prématurés qui n'a aucun impact au niveau, parce qu'il y a eu des essais de supplémenter les prématurés en lactase, ça n'a pas modifié leur croissance, mais l'activité lactase d'un prématuré est un tiers de l'activité lactase adulte. L'activité sucrase croît avec le temps, l'amylase aussi croît avec le temps. Donc toutes ces enzymes ont un moment où est-ce qu'elles augmentent leur activité. Donc il y a un déficit qu'on dit développemental.
Les déficits secondaires sont les plus fréquents, c'est-à-dire que toute altération de la bordure en brosse, forcément les enzymes sont présentes là, les transporteurs sont présents là, va entraîner une diminution. Et vous voyez dans cette étude de Cohen et collaborateurs en 2016, sur 73 enfants avec un déficit, avec une activité enzymatique mesurée, donc biochimiquement inférieure à 25 micromoles par minute, vous aviez des déficits en disaccharidase dans 30% des cas, mais des maladies cœliaques, des gastropathies, des ulcères, des maladies inflammatoires de l'intestin. Donc le déficit en disaccharidase ou le déficit en transporteur peut être primitif ou secondaire. Et on va au final arriver sur les mêmes types d'éléments cliniques. Et enfin, il peut être physiologique, ça c'est le cas de l'activité lactase qui donc diminue de manière naturelle entre 1 et 10 ans chez les sujets qui n'ont pas de manière génétique un facteur de persistance de l'activité lactase. Donc au niveau physiologique, effectivement, on va commencer à faire l'ingestion du sucre. Alors, ça, vos cours sont là, ce qu'a présenté Anaïs. Il va y avoir une maldigestion, une malabsorption. Et là, commencent à induire les facteurs qui vont expliquer pourquoi certaines personnes intolérantes ont des symptômes et d'autres pas. Il va y avoir le facteur intestin grêle, le temps de transit, l'anatomie. Finalement, plus vous avez une capacité un intestin volumineux, plus vous allez pouvoir diluer ce sucre qui va avoir moins de symptômes. En fait, simplement, dans un plus grand volume, vous mettez la même quantité de sucre, ça a moins d'effet osmotique, moins de ressenti. Le temps de transit va être ralenti qui va permettre d'éviter une surcharge colique d'un seul coup qui va faire entraîner cette fermentation. Donc ces éléments vont induire une tolérance différente. Il va quand même y avoir l'accumulation dans le côlon et à ce moment-là, il va y avoir l'effet du microbiote ou d'une pullulation microbienne qui va également modifier ces symptômes, induire donc cette fermentation et donc là vont induire les facteurs de sensibilité viscérale, de la barrière colique, certains facteurs qui probablement se chevauchent avec les facteurs allergiques qui ont été décrits et toujours prendre en compte que l'intolérance, c'est un mécanisme neurologique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le ressenti qui fait que le symptôme apparaît, et donc ceci est modulé par l'activité du système nerveux central, incluant à la fois notre vécu, notre stress, nos attentes, notre conditionnement, d'où le fait que dans certains cas, les techniques de coping permettent d'améliorer des symptômes, ce qui a quand même été décrit dans un certain nombre de troubles digestifs. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les méthodes diagnostiques. En fait, le principe, c'est qu'on cherche la présence de sucre ou l'effet du sucre quelque part. Ceci se base sur la recherche du sucre réducteur, le pH des selles, test respiratoire à l'hydrogène variant sur un type de substrat qu'on veut tester, que ce soit le lactose, le fructose, le glucose, la lactulose, les tests de charge, le dosage direct des disaccharidases qui nécessite une endoscopie et un laboratoire qui sait faire ces activités enzymatiques, essentiellement actuellement en France à Lyon, et le génotypage. Le génotypage me permettant de mettre en évidence que les déficits en disaccharidase ou en transporteur génétiques. La prise en charge, c'est assez simple. C'est au final, on vire le glucide incriminé. En tout cas, on diminue grandement les quantités, plus ou moins des enzymes exogènes. Alors, la seule qui est clairement identifiée est donc la sucrase pour le déficit en saccharase et isomaltase. Mais si vous tapez sur Internet déficit en lactase, déficit en ce que vous voulez, vous trouverez plein de boîtes qui vous vendent différents types d'enzymes de manière à pouvoir prendre et améliorer votre tolérance. On va donc faire un point sur certaines anomalies. Alors, on parle assez peu des amylases. Alors, les amylases, c'est hyper intéressant, comme souvent. C'est-à-dire qu'en fait, l'amylase, c'est un locus qui a eu une duplication. C'est-à-dire que en fait, l'amylase salivaire est issue du gène de l'amylase pancréatique. Il y a des faits de duplication. Et donc, à un niveau de votre chromosome, vous avez 3 gènes qui codent pour les amylases salivaires et 2 gènes comme l'amylase pancréatique qui sont situés à la suite, comme vous voyez sur ce schéma. Mais en plus, cette zone est polymorphe et en fait, on a des duplications. C'est-à-dire qu'on a tous un certain nombre de, qu'on appelle des copies de number variants, c'est qu'on a plusieurs fois ce locus. Et plus vous avez de copies du gène d'amylase, plus votre activité d'amylase est élevée. Et en fait, ça a été montré que suivant l'état de diète ancestrale, votre nombre de copies varie. C'est-à-dire que les peuples qui ont eu des ancêtres qui ont mangé beaucoup de substances issues d'amidon ont en moyenne plus de copies d'amylase que ceux qui avaient des ancêtres qui ont mangé moins d'amidon. Donc il y a eu probablement une sélection sur le nombre de copies d'amylase. Phénomène qui est également retrouvé chez les animaux. Ce que vous voyez en violet, c'est le chien. Et vous voyez que parmi les carnivores, c'est le seul qui présente 5 ou 6 copies d'amylase, contrairement aux autres carnivores qui en ont qu'un, mais parce que le chien fait partie des rares carnivores qui se trouve à manger de l'amidon régulièrement. Donc il y a un effet pléiotrope et positif de sélection. Et il y a même une étude qui a mis en évidence que le nombre de copies d'amylase était corrélé à l'IMC, avec un effet protecteur du nombre de copies d'amylase. Alors, il n'y a pas de maladie décrite de l'absence d'amylase. Alors, soit c'est qu'elles n'existent pas, soit c'est qu'elles sont très compensées par la disaccharidase qui fait le job finalement, parce qu'en fait, les systèmes sont assez redondants.
Alors, SLGT1, c'est le gène qui code pour le transporteur glucose-galactose. Il y a une revue de 107 patients de 23 articles, une maladie assez rare, qui nous rappelle que si dans 73% des cas, le début est à l'âge néonatal, ce n'est pas le cas dans 25%, donc on peut y penser tardivement. Les symptômes sont ce qu'on s'attend de la diarrhée, des risques de déshydratation, une mauvaise croissance, une distension abdominale, une hypernatrémie. Il faut faire attention qu'il peut y avoir des complications à long terme à type d'hypercalcémie de lithiase calcique, de lithiase rénale, je veux dire. Alors, globalement, les enfants font des régimes. Quand vous avez un déficit en transporteur glucose-galactose, il faut prendre beaucoup de fructose. Mais ce que vous voyez en gris, c'est les apports en fructose dans la ration alimentaire en sucre et en noir en glucose. Et vous voyez qu'en fait, avec l'âge, on arrive à une ration quasi équilibrée. Même si dans cette étude, sur peu de patients, ils montraient qu'il y avait une ration équilibrée, mais beaucoup gardaient quand même des symptômes digestifs à type de diarrhée, de ballonnement, avec des selles fluctuantes de Bristol 1 à Bristol 7, probablement suivant les apports en sucre. Alors, le déficit en lactase, vous connaissez le déficit congénital avec la fameuse mutation finlandaise, puisque en gros, mis à part quand on est en Finlande, il y a très peu de chances d'en voir. Donc, cette maladie était létale jusqu'à l'apparition de lait ne contenant pas de lactose. Bien entendu, il y a une confusion générale dans l'esprit du grand public avec le déficit, je veux dire, développemental ou acquis en lactase. En fait, nous sommes programmés pour avoir notre activité lactase qui baisse. Alors, ça s'agit d'une revue de la littérature que nous avons fait récemment pour évoquer une hypothèse des forces de sélection de l'activité lactase à l'âge adulte. En tout cas, si vous regardez les gens, cette baisse d'activité lactase dite physiologique commence dès la première année de vie. C'est-à-dire qu'à 5 ans, la moitié des enfants qui n'ont pas de gène de persistance de lactase ont une activité lactase nulle. Ce qui veut dire que le déficit naturel en lactase peut être envisagé dès l'âge de 1 ou 2 ans, et il est tout à fait possible qu'on le voit. Il s'agit d'un processus naturel, on n'est pas malade qu'on est déficitaire en lactase. On a tout simplement, comme la moitié de l'humanité, qui n'a pas ces 5 variants qui ont été déterminants comme permettant de garder une activité lactase à l'âge adulte. Alors le tréhalase, alors ça c'est assez étonnant, il faut savoir qu'on a tous une enzyme qui permet de digérer le tréhalose. Alors le tréhalose, je vous le montre, c'est quelque chose qui est présent dans les champignons, les bactéries, les levures, les insectes et les invertébrés, donc on en tire ce qu'on veut, mais en tout cas, nous sommes sélectionnés pour pouvoir digérer ce sucre qui en fait est un disaccharide de glucose en liaison alpha-1,1 et qui en fait est très stable et qui permet une source d'énergie chez les insectes et qui permet de résister à la dessiccation. Alors, on avait très peu de le déficit en tréhalase a été décrit. En fait, c'est des gens qui ont de la diarrhée et mal au ventre quand ils mangent beaucoup de champignons, bon, ce qui n'est quand même pas un trait extrêmement fréquent. Mais c'est extrêmement rare. Il y a très peu de personnes qui sont déficitaires en tréhalase en Europe. Sur certaines études, ils ont dosé sur plus de 500 personnes, moins d'1 sur 500. Par contre, 8% des Groenlandais sont déficitaires en tréhalase. Alors, je dirais que ce n'est pas notre principal problème, mais il faut savoir que si vous avez quelqu'un qui a de la diarrhée après avoir mangé beaucoup de champignons ou beaucoup d'insectes, il est possiblement déficitaire en tréhalase. Par contre, la saccharase isomaltase, que tout le monde connaît, donc il s'agit d'une enzyme qui permet de digérer à la fois le sucrose, donc le saccharose et les amidons. Donc c'est une dienzyme qui explique que les phénotypes sont mixtes, puisque vous pouvez avoir une altération ou que de l'activité sucrase seule, dans lequel vous digérez l'amidon mais pas le sucre, ou une baisse d'activité des deux, ou une absence d'activité. Alors les symptômes varient globalement. Le tableau classique, c'est l'apparition à la diversification ou lorsqu'on donne du SRO à un patient qui ne va pas avoir ces enzymes si jamais il y a du sucre dedans. Et il y a une forme plus modérée d'apparition tardive. Alors c'est assez décevant pour une maladie qui est dite aussi fréquente. Je n'ai retrouvé aucune revue globale qui donnerait la fréquence et l'âge de détermination des symptômes. Donc on retrouve sur ces papiers qui prennent 65 patients et donc qui décrit les symptômes auxquels on s'attend, la diarrhée, les ballonnements, des douleurs, un érythème fessier. Alors là, c'est quand même quelque chose, on a un traitement qui est le sucrosidase qui permet donc une amélioration des symptômes, et même sous régime, sous sucrosidase, vous voyez quand même que les patients présentent dans 28% des cas au moins un épisode de diarrhée ou de ballonnement par semaine, c'est-à-dire que ce déficit reste présent. Il y a d'autres enzymes comme le starch whey, qui est de l'amertase glucoamylase, ou la préparation magistrale des HCl qui contient du glucoamylase qui peuvent être proposés en supplémentation. Il faut aussi noter qu'avec le temps, il y a une certaine adaptation. Vous voyez que la part d'amidon, donc en bleu clair, au fur et à mesure de l'âge, devient de plus en plus prépondérante dans l'alimentation. En fait, les gens adaptent plus ou moins leur alimentation à leurs symptômes. Ils ne restent pas toujours extrêmement limités dans ce qu'ils vont manger.
Alors, il faut savoir que comme les Groenlandais ont également beaucoup de déficits en saccharase isomaltase, alors probablement parce que l'alimentation des Inuits était basée pendant longtemps essentiellement sur l'alimentation carnée, sur le phoque, ce qui fait qu'ils ont pu perdre les gènes qui permettaient de digérer ce qui étaient les végétaux. Et en fait, le fait d'être déficitaire en saccharase isomaltase est associé à une diminution du BMI, une diminution du taux de triglycérides et une diminution du taux de cholestérol. Donc plutôt un meilleur état, dans cette étude, dit métabolique. Alors, juste un mot sur la cellulose. Vous savez que la cellulose est la partie, un sucre donc, qui est en liaison alpha 1,4 bêta 1,4 contrairement à alpha 1,4 et nous ne savons pas la digérer. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu que les lapins, les kangourous, les koalas ont des zones de fermentation puisque c'est les bactéries qui font ce job pour elles. Et est-ce que l'être humain est capable de digérer la cellulose? Alors, chez les chevaux, la digestion de la cellulose a lieu dans le côlon. Et il se trouve que nous avons à peu près le même équipement bactérien que les chevaux. Donc, une étude de 84, dans laquelle on a fait manger de la cellulose radioactive, a évoqué le fait qu'on retrouvait un déficit de 10%. De 10% de la cellulose radioactive n'était pas retrouvée ou dans les selles ou dans la partie exhalée. Donc, ce qui veut dire qu'il y a peut-être une petite métabolisation et suivant notre microbiote, peut-être qu'on pourrait transformer une partie de la cellulose en énergie. C'est estimé dans une étude que si on mange des fibres, on a 1 à 2 calories par gramme. Donc on arrive à la dernière partie, quelques points particuliers. Alors concernant l'assistance saccharase isomaltase, je vais vous faire part de mon expérience personnelle. Donc on le cherche beaucoup. Donc ça c'est tous les patients chez qui j'ai envoyé des prélèvements à Lyon. Globalement sur 18, 17 avaient une activité inférieure à la normale. Alors ce qui veut dire, on se dit voilà, mais on gagne à tous les coups. Bon. Quand on fait la génétique, j'en ai qu'un qui était hétérozygote, c'est-à-dire même pas homozygote pour les mutations de gène saccharase isomaltase. Alors ce qui est intéressant, c'était celui qui avait l'activité une des plus basses, mais enfin en tout cas, moi je n'ai pas trouvé de patient ayant un déficit congénital génétique en saccharase isomaltase. Alors ce patient, en fait, c'est un patient chez qui on avait fait les biopsies précocement, puisqu'on cherchait un diagnostic. On évoquait ça, mais on n'est pas à l'anatomopathologie, parce qu'il faut toujours chercher l'anatomopathologie, et il avait une atrophie villositaire totale. Donc quand ça vous montre quand vous avez une atrophie villositaire totale, vos activités lactase et saccharase sont vraiment dans les chaussettes. Donc en fait, c'est une activité très basse, elle peut être vraiment due à des lésions de l'intestin. Et en fait, finalement, ces déficits en disaccharidases sont assez fréquents chez les patients avec des douleurs abdominales chroniques. Il s'agit là d'une cohorte pédiatrique et là d'une cohorte adulte. Dans les deux cas, donc vous voyez les pointillés, ça correspond d'un côté à une activité ABC et la partie verte à une activité ABC. À histologie normale, en fait, on trouve une baisse d'activité enzymatique. On n'a pas le substrat génétique, mais qui est très fréquente chez des patients décrivant des douleurs abdominales chroniques. Donc il y a probablement des variations de cette activité. Pas forcément, en tout cas on ne connaît pas le substrat qui la détermine, mais qui font qu'on n'a pas tous le même taux d'activité de disaccharidase et probablement ceci implique une certaine variabilité dans notre tolérance par rapport aux aliments. Alors je vais poser une autre question, c'est où sont les déficits en saccharase isomaltase? C'est un travail que nous avons réalisé avec le docteur Deleuze. En fait, on est parti de la loi d'Hardy-Weinberg. Alors pour ceux qui ne se souviennent pas, la loi d'Hardy-Weinberg veut dire que dans une population dite infinie avec une panmixie expliquant que les gens se marient de manière aléatoire, la fréquence allélique est P au carré, PQ et Q au carré. Donc à partir de là, on peut... Alexandre, tu fais un peu vite parce que tu as épuisé ton temps. Ah c'est l'avant-dernière diapo. Et donc, en fait, à partir de là, on peut déterminer la prévalence théorique par rapport à la fréquence des variations. Vous voyez que la fréquence de déficit en lactase est corroborée par rapport à celle que l'on connaît dans la population finlandaise. Par contre, théoriquement, dans les Européens, il devrait y avoir il y a 128 déficits en disaccharidose génétique par million de naissances. Donc, en France, on devrait avoir chaque année 100 déficits en saccharase isomaltase qui naissent. Donc, en âge pédiatrique, on devrait en avoir environ 1800. Je ne suis pas sûr qu'en poulant tous nos patients, on arrive à ça. En conclusion, les intolérances au sucre sont un ensemble hétérogène suivant le type de sucre et la base physiopathologique, mais avec un phénotype commun. Finalement, on revient, c'est une prise d'un sucre à une certaine quantité, dans un tube digestif particulier, selon un microbiote particulier, modulé par l'équipement, le cerveau va induire des symptômes. Et il y a probablement un chevauchement entre les maladies mendéliennes, les hétérozygotes et les déficits fonctionnels. Je vous remercie de votre attention. Alexandre, merci pour cet exposé complet, malgré qu'il est complexe PQ et d'un je ne sais pas quoi. En macro, donc en comparaison avec la présentation d'Anaïs, est-ce qu'on peut retenir allergie alimentaire, système immunitaire et intolérance, ces systèmes enzymatiques en macro?
Première question. Deuxième question, où est-ce que tu places le génotypage dans la pratique au quotidien? On en parle de plus en plus, mais on ne le pratique pas au quotidien. Pour nous, qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors, je pense que c'est plus compliqué que ça, parce que, à mon avis, comme l'a expliqué aussi Anaïs, c'est que la présence de sucres non digérés vont modifier le microbiote, qui va modifier la barrière intestinale, qui va modifier à un certain niveau la façon dont tu réagis. Donc, il y a à la fois les déficits enzymatiques, il y a probablement des formes pures dans lesquelles il n'y a pas de modification, mais il y a probablement aussi des formes dans lesquelles les altérations secondaires de la barrière intestinale vont faire qu'il y a un chevauchement avec des formes peut-être immunomédiées. Donc je pense qu'on a quelque chose qui est beaucoup plus compliqué, c'est ce qu'on vit, parce que ce n'est pas aussi très clair. Après, théoriquement, les intolérances sont, sur le papier, dépendant de la quantité. Donc c'est plus on en prend, plus on a de symptômes, et avec un seuil de tolérance. Mais après, ça, c'est la théorie. Je pense qu'il y a un chevauchement. Concernant le génotypage, comme je l'ai montré, en tout cas, il y a des gens qui ont une baisse d'activité, et je pense que cette baisse d'activité est réelle, et qui ont un génotypage normal. Donc, le génotypage n'aura de valeur que positive. C'est-à-dire que s'il est négatif, tu ne pourras pas exclure la présence d'un déficit enzymatique. Donc, en fait, c'est un peu le problème. C'est que si tu fais un génotypage, s'il est positif, tu as gagné. S'il est négatif, tu ne pourras pas dire que la personne n'a pas forcément un déficit. D'où les techniques fonctionnelles, malgré tous leurs défauts. Ou est-ce que... Alexandre, puisque tu connais bien aussi la maladie cœliaque, est-ce qu'au cours d'une maladie cœliaque, enfin avant l'instauration du régime sans gluten, est-ce qu'on peut avoir des déficits donc, enzymatiques Ça, c'est ce qu'on a vu. La maladie cœliaque, c'est le prototype des intolérances en disaccharidase et de pan-intolérance acquises. C'est-à-dire que quand tu as une atrophie villositaire, tu as tout qui est complètement effondré. Et d'ailleurs, souvent on le voit dans les diagnostics de maladie cœliaque assez typiques, les gens font un régime sans lactose, en tout cas sans protéines de lait de vache, qui souvent correspond à un régime sans lactose, ils disent la diarrhée s'améliore, tout simplement parce qu'on diminue l'intolérance au lactose. Donc il y a effectivement ce chevauchement qui peut parfois un peu nous induire en erreur, mais là il faut vraiment voir, c'est que pour que les enzymes soient là, il faut qu'il y ait des villosités. Vous n'avez pas de villosité, vous avez un déficit. D'ailleurs, dans certaines chimiothérapies, vous avez un déficit en disaccharidase acquis par l'altération de l'épithélium intestinal. Et ça, c'est décrit chez des adultes qui, même si vous êtes tolérant au lactose de manière physiologique, qui brusquement ne sont plus tolérants au lactose parce qu'on leur donne une chimiothérapie qui fait qu'ils ont une destruction des villosités, en tout cas partielle, qui les rend intolérants au lactose. Oui. La dernière, alors, tu vas rapide. Le SIBO, c'est encore un autre élément, c'est que si tu as une prolifération bactérienne, tu seras plus sensible à ça. Enfin, d'un autre côté, si tu prends du point de vue sucre, il faut que ton sucre arrive à l'endroit où il y a les bactéries. Si tu assimiles tout, il ne se passera rien. Donc ça dépend de la quantité et de la force de ton équipement enzymatique. Alors c'est sûr que si tu as des bactéries dans l'intestin grêle ou qu'elles sont en train de proliférer, il te faudra moins de sucre pour avoir les symptômes. Mais après, on arrive vraiment dans ces systèmes où est-ce que tout est intriqué, en fait. Merci beaucoup. Alors, on a choisi...